France Culture, 17h, plein feu sur le 7e art. Serge Tourbiana aujourd'hui revient sur le film de Claude Lanzmann et invite le cinéaste. Bonjour. Bande à part se consacre entièrement au film de Claude Lanzmann, Sobibor, 14 octobre 1943, 16h. Il se trouve que nous sommes aujourd'hui le 14 octobre 2001 et qu'il est tout juste 17h. Cette concordance des temps est évidemment fortuite, pur hasard, mais elle n'est pas sans résonance avec le thème de notre émission. La grande force du film de Claude Lanzmann, son efficacité même, c'est justement de nous plonger dans un présent historique certes, mais irrémédiablement aveugle. Sans issue, dirons-nous, puisqu'il est question du camp d'extermination de Sobibor, en Pologne, aujourd'hui Biélorussie. En écoutant le récit minutieux, détaillé, et pourtant si lyrique, de Yehuda Lerner, recueilli par Claude Lanzmann, nous sommes plongés dans la nuit noire de l'histoire. Sobibor, 14 octobre 1943, 16h, raconte en effet la seule révolte réussie qui eut lieu dans les camps d'extermination nazis. Yehuda Lerner en fait donc le récit, lui qui en fut l'un des acteurs, jeune homme alors âgé de 16 ans. Son récit est un conte en forme d'odyssée. Tout commence dans le ghetto de Varsovie au mois de juillet 1942. Claude Lanzmann nous a accordé un entretien fait d'incessants allers-retours entre Sobibor, 14 octobre 1943, 16h, et Shoah, qui est, on va l'entendre, à l'origine même de son nouveau film. Il y a donc, entre ces deux films, à 15 années de distance, un fil à la fois visible et secret. Nous dialoguerons également au cours de l'émission avec Arnaud Desplechin, cinéaste, et Gérard Wageman, psychanalyste et essayiste. Nous interrogerons aussi Jean-François Forge, professeur d'histoire dans un lycée à Lyon, qui a effectué un passionnant et rigoureux travail d'édition sur Shoah à l'occasion de la sortie du film en DVD. Mais écoutons d'abord Claude Lanzmann nous raconter la genèse de son film. Lerner, j'ai tourné avec lui le dernier jour d'un tournage en Israël en 79, moi-même fatigué, avec une équipe épuisée. Lui-même n'était pas très disposé à parler. Il a vraiment fallu le chauffer. Et c'était le dernier jour, donc, et je n'avais presque plus de pellicule. Et pas d'argent en plus pour en acheter. Et les billets étaient pris pour repartir le lendemain. C'était le démantèlement en plié bagages. Contrairement à tous les autres, tous les protagonistes juifs de Shoah, qui étaient tous pratiquement des gens des commandos spéciaux, d'eux, je voulais tout savoir avant de tourner. Toujours. J'avais passé avec Bomba, le coiffeur de Treblinka, j'avais eu beaucoup de mal à le trouver, celui-là, mais j'ai passé 2 jours entiers en tête-à-tête avec lui dans une petite cabane qui lui appartenait dans les montagnes de l'État de New York, sans caméra, sans rien. Et je lui ai fait tout raconter, mais tout, vraiment. Et je l'ai quitté en lui disant, est-ce que vous êtes d'accord pour tourner avec moi un jour, je ne sais pas quand. Bon, etc. J'étais incapable d'assigner une date à l'époque, j'avais même pas l'argent pour cela. Et pourquoi est-ce que je voulais tout savoir? Parce que il était clair pour moi que ce serait effroyablement difficile pour eux de parler, de me redire tout cela devant une caméra. Bon. Donc, il a fallu inventer de véritables moyens de mise en scène pour ça. C'était très important et c'était une sorte de posture éthique, de tout savoir d'eux, des Juifs. Des Polonais, je ne voulais rien savoir avant la prise de vue proprement dite. Mais Lerner, en effet, je suis arrivé chez lui sans rien savoir de lui, sauf qu'il avait été un des héros de la révolte de Sobibor. Donc je suis arrivé, je lui ai dit, racontez-moi, je ne pouvais pas faire autrement que de lui demander son récit depuis le début. Et le début, c'est tout commence le 22 juillet 1942. Dans le ghetto de Varsovie. C'est ça. Quand il se fait arrêter avec sa famille. Qu'est-ce qui fait que vous aviez cet entretien avec Yehuda Lerner, depuis que vous avez fait Shoah, et que vous n'en ayez pas fait usage dans le film du tout? J'ai essayé d'intégrer ça à Shoah et je me suis rendu compte que j'allais tout casser. J'allais à la fois esquinter la structure de Shoah et même un peu le sens du film.
et que j'allais être injuste vis-à-vis de lui et vis-à-vis de cette histoire si je n'intégrais au film qu'une petite partie. Ça aurait été injuste vis-à-vis de lui de ne pas dire ce qu'il avait fait avant, à savoir ce courage incroyable qui a été le sien, un véritable trompe-la-mort, évadé de 8 camps avant d'être un des héros et exécutants de la révolte de Sobibor. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le cœur de Shoah, ça n'est pas la révolte et ça n'est pas la résistance. Le cœur de Shoah, c'est l'extermination, c'est la mort, c'est la radicalité de la mort. C'est ce qui se passe à l'intérieur des camps d'extermination. C'est pas non plus l'origine des convois, l'origine des transports. Il n'est pas question de Drancy, par exemple, dans Shoah, pas question de Westerbork en Hollande, etc. Et pas question non plus de Vichy. Enfin, c'est pas ce sujet-là. Donc j'ai été vraiment radical là. Et qu'est-ce qui fait qu'alors vous êtes dit récemment, il n'y a pas si longtemps, qu'il fallait faire ce film Sobibor, 14 octobre 1943, 16h? C'est pas simplement déterrer une archive que vous aviez filmée au présent. C'est quoi le... Non, c'est comme souvent, c'est une sorte de cause occasionnelle. Il y a une fille que j'aime beaucoup qui s'appelle Sabine Mamou, qui a été... qui est monteuse. Pardon? Monteuse. Oui, qui a été ma monteuse pour Tzahal, pour Un vivant qui passe, etc. Enfin, vraiment, on a beaucoup travaillé ensemble. Et qui montait un film pour un producteur qui s'appelle Pascal Cocheteux, qui est devenu mon producteur depuis, et qui lui a dit, Lanzmann possède une chose extraordinaire, parce qu'elle connaissait ce matériel. Ouais. Et alors je l'ai vu, j'étais pas très chaud pour ça, parce que j'avais pas très envie de travailler, et j'avais pas vraiment envie de me rejeter dans le montage. Et j'ai proposé à Cocheteux de voir ce que j'avais. Il n'avait pas envie, et moi d'ailleurs je n'avais pas vraiment envie de le lui montrer, parce que j'aime mieux montrer une œuvre faite que de montrer que des rushs. Et alors bon, c'est comme ça, j'ai commencé à tenter de monter avec Sabine, de monter en avide, en virtuel. Très bien, je n'avais pas ce qu'on appelle des plans de coupe, j'avais rien pour... Vous n'aviez que l'entretien avec Lerner. Je n'avais que l'entretien. Et les plans de coupe, c'est une chose que je hais par-dessus tout. On fait ça généralement quand on tourne au cinéma, on fait ça après l'entretien, après l'entrevue. Alors, c'est généralement faux, c'est pas bien, ça sent la fausseté. Et puis bon, j'aime pas du tout ce qu'on fait à la télévision. La caméra est sur celui qui parle, ensuite sur celui qui interroge, etc. Je déteste ça. Et là, je me suis dit qu'on n'allait pas s'en sortir, qu'il n'y avait pas d'autre choix à faire que d'aller tourner. Ce qui était une décision vraiment difficile. Pourquoi? Parce que retourner en Pologne? Repartir à Sobibor, par exemple, plus de 20 ans après, ça ne me souriait pas particulièrement. Hein. Alors aller à Sobibor, aller en Russie blanche, en Biélorussie, je ne sais pas. Il a fallu que je me donne des coups pour le faire. Et puis c'est très bien de l'avoir fait. C'est très bien de l'avoir fait parce que grâce à ça, c'est devenu totalement un film Sobibor. Un film étrange, un film à un personnage, mais c'est vraiment du cinéma. Et ça a changé ma conception du film, enfin, et la distribution des paroles, tout. Enfin. Parce que ce qui est bien, c'est que pendant les 12 ou 13 premières minutes du film, on ne voit pas celui qui parle. Mais il y a une distribution de ces paroles sur les lieux, sur les paysages, comme j'ai fait dans Shoah, parce que c'est vraiment la même chose. Et le moment où il apparaît devient central. Il y a beaucoup de... C'est normal, il y a beaucoup de recoupements avec Shoah et de corroboration. C'est normal, ce sont deux films de vérité. La structure est très différente. Vous avez dit et écrit que la structure de Shoah, elle est
plutôt circulaire. Oui. On arrive vers la vérité par circulation, recoupement, corroboration des faits, des gestes, Oui, etc. oui. Alors que là, Sobibor, 14 octobre 1943, 16h, je dis toujours le titre en entier parce qu'il est très important de dire le titre en entier. On a le sentiment que vous avez un fil et vous tirez ce fil. C'est plus une ligne, un récit presque linéaire. Au fond, on n'est pas dans la circularité, on est dans la parole, dans quelqu'un qui Oui. doit raconter son épopée, je dirais, personnelle. Oui, mais ça devait être comme cela. Non, on n'est pas dans la circularité, mais en même temps, il y a une tension Un suspense même. très grande dans le film, un suspense. Ça ne cesse pas de monter et de croître, enfin. Pour en arriver, d'abord, il faut arriver à Sobibor. Et le suspense croît vraiment jusqu'à l'arrivée à Sobibor. Alors ensuite, toute la préparation de la révolte, la décision de la révolte, la conception, enfin l'exécution, ça ne cesse pas de monter. C'est pas circulaire parce que c'est vraiment un épisode c'est une histoire très particulière que je raconte, une histoire singulière, et c'est l'histoire d'un homme. Cet homme, Yehuda Lerner, il a 16 ans en 1943. Et vous, quand vous le rencontrez en 1979, je voulais vous poser une question un peu étrange, mais est-ce qu'il vous a semblé différent de tous les autres témoins que vous aviez filmés dans Shoah? Est-ce que chez lui, il y avait quelque chose de différent? C'est une bonne question. Oui et non. Oui et non. Je ne pense pas, par exemple, que si il n'avait pas été volontaire quand les Allemands ont demandé à l'arrivée de son convoi de 1200 prisonniers de guerre juifs de l'armée rouge, quand les Allemands demandent 60 hommes, fort, il était fort, ça c'est clair. Mais s'il n'avait pas été volontaire pour cela, il aurait été gazé dans les 2 heures qui suivaient, exactement comme tous les autres. Son sort aurait été le sort commun de tous ces juifs, femmes et hommes, qui arrivaient et qui n'avaient aucune possibilité de se défendre, enfin, et qui étaient conduits au gaz immédiatement. Bon, mais en même temps, il s'est présenté, il s'est porté volontaire, ce qui était déjà un signe de sa formidable Volonté de vivre. Volonté de vivre, dont il parle tout le temps, de sa croyance en sa bonne étoile, il le dit dans le film. Quand on veut vivre, il y a toujours une issue, ce qui est vrai et ce qui est faux. Pour reposer la Il question, a eu beaucoup de chance aussi, Yehuda Lerner, c'est évident. tout le temps. C'est évident. Il s'échappe tout le temps, et quand les Allemands le reprennent, on s'attendrait à ce qu'il le... Parce qu'il soit pendu, qu'il soit fusillé pendu tout de immédiatement, il a la chance, il Ouais, le dit, ouais. d'être pris par des types de passage. Bon. C'est déjà sa première chance. Mais enfin, il y a aussi la détermination formidable, à savoir, il préfère être l'auteur de sa propre mort, Ouais. et choisir sa mort, plutôt que de subir. Il y a chez lui, vous avez raison, une détermination absolue. En fait, c'est quelque chose de miraculeux. Pour dire les choses plus simplement, est-ce qu'il n'est pas une sorte de héros positif de cinéma aussi, quoi? Héros positif. Oui, une espèce de... Parce qu'il a une... Oui, tu veux bien qu'on dise que c'est un héros positif. Moi, je pense d'ailleurs qu'il faudrait qu'on reste Sobibor dans toutes les écoles, parce que c'est rare l'héroïsme aujourd'hui. Ouais. C'est plus une valeur qui est tellement prisée, semble-t-il. Oui, c'est un héros positif, au sens où on le disait. On disait ça autrefois, il y avait des héros positifs.